Une main qui m'a giflé et je n'ai pas compris. Je me réveille, je les vois tous les trois. Ils m'ont entourée et clouée au lit. Coucou, je suis Falon Mambo, artiste plasticienne, peintre, performeuse. Je suis activiste militante et la CEO du foyer des Falon. Et voilà, et je vous partage mon histoire. Bon, le début, ça a commencé quand j'avais 13 ans. C'était la toute première fois. Parce que quand je dis la première fois, parce qu'il y a eu autre ensuite. Donc, à mes 13 ans, j'étais chez nous, là où je suis grandie, parce que je suis née et grandie à Matadi. Alors, il y avait un grand frère que, bon, on appelle toujours grand frère. Vous voyez, quand vous êtes proche d'une personne qui est aussi proche de la famille, c'est un grand frère qui venait souvent chez nous manger, dormir aussi. Et un bon matin, il est venu comme d'habitude, je devais lui servir à manger. Je le fais. Après, je me suis dit, vu que je devais aller à l'école les après-midi, je vais prendre une pause. Et je lui ai demandé de me réveiller après et s'il devrait partir. Là, il n'était pas seul. Il avait deux autres amis avec lui que je ne connaissais pas, que j'avais vu que ce jour-là. Alors, je les ai laissés au salon. J'étais dans la chambre, en train de dormir sans arrière-pensée parce qu'il venait souvent, il dormait aussi à la maison. Et là, par ma grande surprise, bon, excusez, j'en parle tout le temps, mais quand j'en parle une fois, il y a... Bon, voilà. Il est venu et j'ai senti qu'il y avait une main qui me giflait. Et je n'ai pas compris. Je me réveille, je les vois tous les trois. Ils m'ont entourée et clouée au lit. Et il y a les autres qui me battaient comme si j'avais une dette que je les devrais, voilà. Et ils m'ont battue. Et après, ils ont fait la suite, genre partout. Et à cette époque, je souffrais d'asthme. Et j'avais fait une crise d'asthme pendant cette tête. Après, je suis entrée en coma pendant un moment que je ne me suis plus rappelé de comment est-ce que ça finit en fait. Mais tout ce que j'ai dans la tête, c'est chaque coup de poing, chaque empreinte de leur salive, de leurs mains, de leurs sueur et leurs cris et combien ils disaient que je n'étais rien, que je ne sais pas trop, ils m'ont traité de tout. Et ça, c'est la chose qui avant, m'avait jamais quitté au fait dans la tête. Après, il y a ma maman, ma mère adoptive, parce que je suis orpheline de mère depuis quand j'avais 1 an et demi au fait. Et il y a ma mère, la grande sœur de ma maman qui m'avait adoptée après la mort de maman, qui m'a élevée. Et c'est ma mère, quoi. Je l'aime beaucoup, elle a tout donné pour que je puisse être heureuse et aimée en même temps. Elle est rentrée pour me trouver pâle, seule, nue au lit. Et la maison était grandement ouverte, elle ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et elle m'a amenée à l'hôpital après des soins. C'est après que je sois sortie dans ces crises de coma qu'ils ont su ce qui s'est passé. Donc ça, c'était les débuts. Moi, j'en vais pas trop en parler plus. Mais après, je n'ai pas plus eu la suite au fait de tous ces gars. La seule personne que je connaissais n'était plus là parce que sa maman était proche de
notre maman, c'était son ami. Alors, il était parti en voyage, tout le monde ne savait pas pourquoi. Mais voilà. Et la deuxième fois, c'était à un moment, à une époque, bon voilà, comme tout enfant à la maison. Et maman qui m'avait envoyé, parce qu'on nous apprenait au fait à faire du commerce à la maison. Tu peux te débrouiller à vendre des lots, des oranges et tout. Et ces jours-là, j'allais faire mon business, comme je peux le dire. Et j'avais perdu de l'argent. Et quand je le perdis, il y a un mec, un vendeur de boudin, je peux dire. Il m'a dit, ah t'inquiète, je vais te filer de l'argent que tu as perdu, comme ça tu n'auras pas de problème à la maison. J'ai attendu qu'il me les donne. Naïve que j'étais, j'attendais. Après, il a fait 15h, 16h, 17h, 18h. Là, il me dit, viens, je vais te filer de l'argent. Il m'amène dans une école et c'était vide. Il n'y avait plus d'élèves. Et il me dit, attends, je vais te donner de l'argent, je vais juste compter et voir ce que je peux te donner et qu'est-ce que je peux rester avec. J'attendais. Et là, il me dit, t'es une pute, toi. Bah, pardonnez-moi les mots. Et voilà, je me suis retrouvée dans mon cauchemar de tous les jours, en fait. C'est quelque chose que j'essaie de sortir parce qu'après, vous voyez, comme chez nous, on est des Africains, déjà le sexe c'est tellement tabou. Et puis être Congo comme moi, ça parle pas de sexe dans la famille. Et puis on parle pas de ce qu'on a vécu aux autres parce que tout le monde va dire que tu es sué et tu ne vaux plus à rien parce qu'aucun homme ne va vouloir une femme qui a été violée quoi, par des inconnus. Plus. Et je me torturais de l'intérieur d'abord pour vivre ces premiers actes que j'arrivais pas à sortir de ma tête. Et là, je me retrouve encore devant un autre bourreau. J'étais tétanisée, au fait. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'avais tous mes os qui tremblaient de l'intérieur. Il y avait tout mon être qui... J'avais des troubles, au fait. J'arrivais pas à me focaliser sur le visage de la personne. Et tout ce que je voyais, c'était les 3 premiers. Et là, je me suis dit, ok, ça y est, ça ne va pas s'arrêter. Je lui ai laissé faire parce que je n'avais pas de choix. Je veux me battre pour quoi? Je veux me battre pour que qui me sauve? J'allais me battre pour que qui vienne à mon secours. J'allais me battre pour qu'on me dise comment tu es arrivé là. Et je me suis dit dans la tête, je suis rien, je suis juste une pute. Voilà. Un enfant qui a envie des hommes avant l'âge, comme on pourrait le dire. Et là, après ça, il m'a quand même filé cet argent, mais il me l'a jeté comme si j'étais quelque chose de rien, quoi. Son regard, ça me quittait pas, en fait. C'est ses yeux, sa façon de me regarder, de me chosifier, en fait, ça... C'était tellement horrible. Mais voilà, après, c'était parti. Je me suis replongée dans mon pur cauchemar, dans le trou sans fin, dans un trou noir sans fin. Et je parlais plus. Déjà, j'étais le genre d'enfant qui ne parlait pas. Je ne sais pas si c'était par rapport à la perte de ma mère que j'étais inconsciente, que je ne savais même pas que ma mère était morte, mais déjà, je ne parlais pas. Et après ça, c'était plus pur. À l'école, je ne souriais pas, je ne jouais pas avec les autres enfants.
C'était moi ou rien. Je me détestais tellement, c'était genre... je sais même pas me faire un bain intime, je sais même pas me murer. Tout ce que je voyais en moi, c'était dégoûtant, quoi, genre... trop sale, je m'aimais pas, en fait. Mais après, je continuais quand même à vivre. Je me disais que, bon, c'est mon destin. Après, personne ne saura si je ne dis rien. Le jour-là, quand je suis rentrée aussi à la maison, j'avais rien dit. Parce que je ne voulais pas qu'on me regarde avec une air de pitié ou qu'on tout le pensée des autres, ça me faisait peur. Le regard des autres, les pensées, les dires, tout ça, ça me faisait peur. Et voilà, ça c'était le deuxième. La troisième fois, à une époque de ma vie, je me suis retrouvée à la rue, à Kinshasa. Là, je suis à Kinshasa. Après Matadi, je suis à Kin. Voilà, c'est... Ouais, Kinshasa, ça rêve quand on est en province. Mais la rue de Kinshasa, c'était tellement violent comme je n'ai jamais vécu, au fait. C'était des atrocités qui se passent dans la rue. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour le dire, quoi. Mais c'est pas trop ça qui est plus important. C'est quand je suis arrivée la première fois, parce que selon la loi de la rue, il y a un général, il y a un colonel, il y a un ministre et un tout. C'est cette hiérarchie qu'il y a dans la rue que on respecte, quel que soit, au fait, que tu sois grand, adulte, petit, ils s'en moquent, au fait. Ce que tu dois juste respecter, que c'est général qui parle. Qu'il soit plus petit que toi, ils s'en foutent. Parce que c'est lui le maître du territoire que tu te trouves. Et quand je suis arrivée, je ne connaissais rien de tout ça. Ma première nuit, je me couche sur le marché Makolongolo vers Kauka. C'était ma maison, voilà. Et vu qu'il fait tout le temps noir dans ces marchés, et moi je me disais là, personne ne me verra, et comme ça je pouvais dormir, me réveiller le matin, refaire autre chose. Là, je me retrouve, il y avait des gars qui sont arrivés. Et Boulet, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'es retrouvé là? Je dis, ok, c'est quoi ça? Je suis mal barrée. Après, il y a le mec qui dit, ah non, oh, soso nanga, faut botike là. Ok. Donc, je suis pas une humaine, mais un animal plutôt. Et là, il arrive et dit, tu sais que c'est moi le général et ici, c'est ma place. Donc, tout ce qui se trouve ici, j'en fais ce que je veux. Je le prends comme je le veux, parce que tout ce qui est là, ça m'appartient. Je dis dans mon cœur, coucou, c'est parti. Il me dit, il y a 2 baptêmes. Et non, il a dit, il y a 3 baptêmes. Je prends ma lame, je te coupe de là où je veux. Sur ton visage, je te laisse une cicatrice que tu ne vas jamais oublier, ni tu ne seras pas enlevé. Soit tu me laisses te découvrir, genre m'amuser avec toi. Soit tu vas te prostituer
avec 5 gars à la fois pour moi. Et puis l'argent, tu me le donnes. J'ai déjà des clients si tu veux. Maintenant, je t'amène. Je dis, fais ce que tu veux. D'ailleurs, je m'en fous. J'étais tellement abattue par rapport à la situation dont je me trouvais déjà. Je m'en foutais au fait de tout ce qui se passait. Donc j'avais juste dans ma tête, ma vie ne vaut rien. Que c'était fini, là, c'est stop. J'ai dit, mec, fais ce que tu veux. Si ça va te laisser, te donner envie de me laisser tranquille, ça c'est juste ce que j'ai besoin. J'ai juste besoin de dormir. Et là, étant que le général avec tous ses soldats qui m'entouraient, il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis il dit aux autres, ça c'est à moi, personne ne touche. J'étais ok, merci. Je me suis couchée, je pleurais quand il est parti. C'était genre, j'avais envie de sortir tous les dernières larmes que j'avais en tête. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi cette vie de merde? Il y a empreinte sur empreinte. Il y a dégoût sur dégoût. Il y a désespoir sur désespoir. Il y a tous ces embrouilles, cet embouteillage des pensées négatives qui circulaient dans ma tête. Il y avait tout genre de choses, au fait, Mais je bénis toujours Dieu parce que il sait, au fait, ce qui se passait. Il savait, au fait. Et il savait tout ce que je pourrais faire, ça marchera pas. J'ai essayé de me suicider plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Après, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Parce qu'aucune personne ne va supporter la suite de ce genre de choses dans sa vie. Qu'est-ce que je suis en vrai? Je sais pas. J'avais plein de questions. Il n'y avait personne à me répondre et je ne savais même pas à qui allait les poser. Je ne voulais pas que les gens le sachent parce qu'à cette époque, j'étais à l'Académie des Beaux-Arts. Je partais, je ne voulais pas que les gens sachent ce que je traversais. Je rentrais dormir et après, je me suis habituée. Je voulais en fait m'imposer. À un moment, je me suis dit, il faut que j'apprenne ce que c'est la loi dans la rue. J'ai appris, j'ai observé, j'ai enregistré chaque mouvement et je répétais chaque mot. Et là, je suis devenue la gang. Après, c'est tu oses, je te tape, tu oses. C'est parole sur parole. Après, parce qu'à la rue, si tu n'apprends pas à te battre, si tu n'apprends pas à te défendre, tu es carrément la poulée de tout le monde, quoi. On risque d'être obligé à faire des choses que tu n'as pas envie. Pour survivre, il faut apprendre à vivre comme eux.